Avec Gilles Trinière Résidence, vous êtes confortablement installé pour regarder Si on parlait. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous présente Si on parlait. Allez, bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait, l'émission qui vous donne la parole chaque jour pour savoir ce qui se passe près de chez nous. Et près de chez nous, on peut pratiquer le longboard et la street luge. Baudouin Montfort et Pierre Gambi, bonjour. 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 Vous êtes tous les deux membres, présidents et secrétaires de l'association La Familia 38, qui est une association qui regroupe des amateurs et des spécialistes de longboard. Alors comme ça ne parle pas à tout le monde, le longboard, voilà à quoi ça ressemble. C'est de la descente sur 4 roues, sur des route plutôt de montagne, sans frein évidemment, sinon ce ne serait pas marrant. On va découvrir avec vous cette activité très spectaculaire qui sera à voir dans quelques jours à côté de Grenoble. Avec nous également Laurent Beck-Chanclang, bonjour. Bonjour. Vous n'êtes pas longboarder, Laurent? Hélas, non, pas encore. Bon, ça viendra peut-être. Il n'y a pas d'âge. Ça viendra peut-être à l'issue de cette émission. Vous êtes en tout cas professeur de psychologie sociale à l'Université de Grenoble. Vous dirigez également la Maison des sciences de l'homme sur le campus universitaire. Depuis de nombreuses années, vous étudiez les comportements humains de façon assez générale. Et dernièrement, vous êtes intéressé aux relations entre l'homme et l'animal. Des travaux compilés dans ce livre qui est sorti aux éditions Odile Jacob, Face aux animaux. C'est un livre avec beaucoup de références, beaucoup d'études, beaucoup de chiffres. Il y a 30 pages d'ailleurs de références à la fin pour rendre hommage aux sources qui vous ont inspiré à travers ce livre, qui est préfacé par Boris Cyrulnik, qui est une pointure dans le domaine de la psychiatrie notamment. À qui s'adresse ce livre? C'est un livre pour les spécialistes ou c'est un livre pour le grand public? Alors, c'est un livre pour les personnes qui aiment les animaux et qui aiment comprendre ce qui fait que nous les aimons tant. Donc c'est un livre finalement qui a pour but de mieux analyser pourquoi nous sommes si attachés à eux et aussi quelles sont les circonstances qui font que parfois nous les maltraitons. Alors, face aux animaux ou même dans la tête des animaux, c'est un peu le voyage que vous nous proposez à travers ces pages. Ils ont un rôle capital dans le développement des civilisations, les animaux. Pour nourrir, pour déplacer les humains, ils ont toujours fait partie de l'humanité. Voilà. Ce qui est assez frappant lorsqu'on commence à s'intéresser aux animaux, de façon un peu plus historique, avec un petit peu de perspective sociologique également, c'est de constater qu'ils sont absolument partout, dans nos cultures, dans nos économies, dans nos relations, dans nos matières. On a utilisé leurs excréments, leurs neurones, leur pelage, leurs plumes. Enfin, ils sont vraiment dans tous les sens du terme, partout. Et c'est intéressant de voir comment, justement, nous les insérons dans la vie sociale, à la fois comme lubrifiants sociaux, puisque si vous vous promenez avec un chien, par exemple, dans l'espace public, ça stimule les relations sociales. C'est mieux que Facebook, presque. Ah ben, probablement. Je recommande en tout cas le chien. Si vous avez effectivement un chien avec des enfants, on aura effectivement des effets bénéfiques de nous. Très fréquemment, on constate effectivement des effets intéressants pour la socialisation, pour l'attention, pour le soin. Donc, beaucoup de capacités qui se développent grâce aux animaux. C'est pour cela qu'ils ont une place si importante dans nos vies. Vous évoquez les enfants, c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, mais ils sont présents dans les jouets, de façon majoritaire, dans les livres, dans l'apprentissage scolaire aussi. Pour apprendre à lire, on fait souvent appel à un personnage en lien avec le monde animal. Bien sûr, à tel point d'ailleurs que les publicitaires en mettent partout, puisqu'ils se sont rendus compte que les enfants retiennent mieux les publicités dans lesquelles il y a des animaux. Donc c'est vraiment des êtres qui nous fascinent, qui nous captivent. Dès quelques heures, les enfants sont fascinés. Par exemple, si on leur montre des dessins ou des figures d'animaux, ils sont plus attirés, plus attentifs que si on leur montre des objets inanimés. Voilà. On a également des recherches qui montrent bien combien les enfants, lorsqu'ils interagissent avec un animal, sont beaucoup plus actifs qu'avec un simple robot, par exemple. Donc tout cela démontre bien qu'il y a une sorte de proximité, ce qu'on appelle une biophilie, un amour pour la vie, qui fait que les animaux ont une place particulière pour nous.
Et pourtant, vous le relevez dans votre livre, dès que le terme animal s'applique à l'humain, il devient un peu péjoratif. J'ai relevé quelques expressions de la langue française. Être bête, c'est la plus simple. Mener une vie de chien, avoir le bourdon, faire l'autruche, poser un lapin, se comporter comme un blaireau, papillonner. Enfin, il y en a énormément des expressions qui font appel aux animaux et qui sont effectivement tout le temps employées dans un terme plutôt négatif. C'est ça. Le plus souvent, que ce soit les synonymes de bête ou d'animal, c'est péjoratif. Pas toujours, mais le plus souvent. Et ce qui est assez intéressant, c'est de constater que finalement l'animal est utilisé comme un moyen de désigner finalement des personnes ou des groupes que nous souhaitons accuser, que nous souhaitons même parfois attaquer. Récemment encore, Poutine parlait des moucherons qu'il fallait écraser. La métaphore bestialisante fait partie effectivement des équipements des personnes qui souhaitent destituer de leur dignité leurs adversaires. Donc l'animal, c'est finalement une figure rhétorique qui est également employée pour retirer la dignité. Par ailleurs, on peut constater que l'humain s'oppose à l'animal. Effectivement, nous sommes l'homo sapiens qu'on oppose à 9 millions de personnes qu'on met sous une seule étiquette, l'animal. Ça paraît surprenant, effectivement. Donc, une sorte d'opposition. Nous aimons beaucoup penser à nous comme des non-animaux, comme des supérieurs. 9 millions, c'est le nombre d'espèces, c'est ça, recensées, le nombre d'espèces animales recensées sur la planète, à savoir si l'homme fait partie ou pas de cette caste. Ça, c'est un débat. On est un animal. C'est pas un débat. Je crois que simplement que nous avons du mal à l'accepter parce que précisément, nous nous voyons comme des êtres supérieurs. Nous avons bien sûr des capacités remarquables, mais nous avons oublié que les autres animaux en ont aussi. Et finalement, on ne les voit pas parce qu'on ne les connaît pas. On parlait des bienfaits, en tout cas, de ce que les animaux ont pu apporter aux civilisations. Est-ce que les animaux peuvent être dangereux aussi pour l'homme ? Je fais état de la dernière grande épidémie qui est encore présente aujourd'hui, le coronavirus. On a accusé un animal de l'avoir lancé en Chine. Bien sûr, ça fait partie des raisons pour lesquelles nos relations avec eux sont très ambivalentes. C'est-à-dire à la fois il y a un attachement, une fascination, un grand intérêt, mais également des peurs qui sont liées au fait que pendant très longtemps nous avons été leur proie. Ils ont capturé ou consommé effectivement nos ressources. Donc il y avait des conflits finalement d'intérêt direct entre les animaux et nous, pour nos élevages, pour nos cultures. Et donc, bien sûr, cette compétition-là a généré des stéréotypes, des représentations parfois négatives des animaux. Par ailleurs, bien sûr, nous prenons des risques lorsque nous nous promenons seuls dans certains contextes géographiques, lorsque, par exemple, nous sommes encore récemment, un homme est décédé attaqué par un ours ou bien gravement blessé peut-être. Donc, on a effectivement des circonstances assez rares, c'est vrai aujourd'hui, dans lesquelles les animaux peuvent encore nous menacer. Mais le plus souvent, c'est plutôt l'homme qui aujourd'hui menace les animaux. Lorsqu'un animal rencontre un humain, ça se passe plutôt mal pour l'animal, pas pour l'humain. Ouais, je crois qu'il y a 1 million, vous le mettez dans votre livre, 1 million de vertébrés qui sont tués chaque jour aux États-Unis, notamment dans les collisions sur les routes. C'est énorme. Voilà, c'est ça, c'est énorme. Alors, il y a entre 65 et 100 milliards d'animaux qui sont tués chaque année pour la consommation humaine. Pour les manger. Milliards de poissons, voilà, c'est ça. Mais après, bien sûr, il y a des accidents, il y a des collisions sur les routes. Effectivement, encore en France ou en Europe, on a en Europe des centaines de décès qui sont liés simplement à des collisions avec des ongulés, des cervidés. On a par ailleurs, effectivement, vous l'avez évoqué, les maladies qui sont transmises par certains virus, par les animaux, donc qui sont des vecteurs de transmission de virus. Tout cela, évidemment, montre bien que cette relation avec les animaux peut être chargée d'ambivalence, de menaces, mais aussi, je le disais, d'affection et de proximité. Et puis vous le rappelez dans votre livre, c'est pas l'ours ou le loup ou le tigre qui est le plus dangereux pour l'homme dans le monde animal, c'est finalement un animal tout petit dont on ne penserait pas se méfier, le moustique. Le moustique, voilà. Donc c'est vrai qu'il y a après des médias qui, bien sûr, construisent des terreurs, comme par exemple la peur du requin. Il y a dans le monde 10 morts par an causées par des requins. Il y a 750 000 morts qui sont causées par des moustiques. Voilà. Donc j'ai essayé également de hiérarchiser un petit peu les causalités. Le second animal le plus dangereux pour l'humain, dans cette catégorisation, c'est l'humain. Oui, ça, l'homme est un loup pour l'homme. Je sais que voilà. C'est une phrase qu'on vérifie assez souvent. On vérifie, oui et non, parce qu'en fait, en même temps, le loup est l'un des mammifères les plus sociables qui soient. Et effectivement, il y a très peu d'hommes qui meurent à cause de morsures de loup. Et si le philosophe Hobbes a utilisé cette image, c'est probablement pour des mauvaises raisons. Ouais, on devrait dire l'homme est un moustique pour l'homme, presque, finalement. Ce serait peut-être plus juste. Pierre Ebaudon, à votre avis, quel est l'animal de compagnie le plus important en nombre chez nous en France ?
Moi, je dirais le chien, je pense. Oui, ou le chat peut-être. Le chien ou le chat, c'est les deux réponses spontanées. Si je vous ai posé la question, c'est qu'il y a un petit piège. Moi, je ne le savais pas non plus. J'ai trouvé les chiffres dans le livre de Laurent. C'est le poisson. C'est les poissons qui sont les plus nombreux parmi les animaux de compagnie ou d'agrément. Voilà, ils font partie du quotidien. Alors, hélas, très souvent dans des conditions qui ne sont pas adaptées à leurs besoins. C'est-à-dire, aujourd'hui, d'ailleurs, on est de plus en plus conscient que le bocal est finalement une forme de maltraitance pour les poissons. Et donc, au-dessus de la télé. C'est ça. Donc, on recommande évidemment des espaces beaucoup plus importants. Mais aujourd'hui encore, effectivement, le poisson fait partie du quotidien. 14 millions de poissons, 13 millions de chiens et 8 millions de chats en France. Voilà, c'est le chien arrivé en deuxième position. Depuis quelques années, on note une prise de conscience de la condition animale dans l'opinion publique. C'est dû à quoi ce changement? Parce que par les siècles passés, on faisait peu cas de la souffrance animale, de ce que pouvait ressentir un animal. Aujourd'hui, c'est vraiment devenu un sujet de société. C'est ça. Alors c'est un grand paradoxe parce qu'à la fois, nous n'avons jamais autant tué d'animaux, par exemple pour l'alimentation, même dans la recherche, même si dans la recherche ça diminue, mais c'est encore effectivement à des niveaux assez élevés, 115 millions d'animaux utilisés dans la recherche expérimentale dans le monde par an. Mais effectivement, en même temps, notre conscience de la maltraitance, ou en tout cas notre intérêt pour le bien-être des animaux, semble augmenter, croître pour différentes raisons. Alors peut-être parce que nous avons découvert qui ils sont vraiment, en tout cas nous comprenons mieux que des animaux que nous pensions être des quasi-objets, inertes ou dénués de toute capacité, je dirais, psychologique, cognitive, émotionnelle, voilà, eh bien, en fait, sont très capables, effectivement, de penser à leur manière, bien sûr. Et le problème est là, c'est que nous avons voulu leur appliquer des critères d'évaluation qui sont les nôtres, sans vraiment comprendre comment eux perçoivent, et que finalement, leur perception, leur cognition, leur pensée est parfaitement adaptée à leur environnement, à leur milieu. Et donc, aujourd'hui, nous comprenons que les cochons, comme les chiens, ont des capacités, nous le savions peut-être pour les chiens, mais effectivement, au l'élevage, des capacités cognitives et émotionnelles qui sont affirmées. Même les poissons, effectivement, il y a des recherches qui montrent que les poissons peuvent déprimer lorsque le partenaire disparaît, par exemple. Voilà. En tout cas, ils ressentent la douleur. Donc, on comprend beaucoup mieux aujourd'hui, effectivement, que les animaux sont des capacités perceptives, sensorielles, et il devient peu difficile, évidemment, d'en faire n'importe quoi. Par ailleurs, il y a effectivement... en parallèle, finalement, de ces évolutions scientifiques, eh bien, des prises de conscience de ce qu'on leur fait dans certains espaces industriels, effectivement. Et donc là, on dénonce de plus en plus l'élevage industriel pour des raisons qui tiennent au fait que les animaux ne sont pas ni je dirais, élevés, ni tués dans des conditions acceptables. Aujourd'hui, par exemple, plus de 95% des cochons sont élevés dans des espaces clos, dans l'obscurité, quasi-obscurité, très très comprimés, serrés les uns contre les autres. Et donc bien sûr, lorsque le citoyen constate ces situations-là, il se pose des questions sur que faire avec les cochons et que faire avec l'alimentation carnée en général. Alors, dans ce livre, vous racontez aussi une expérience que vous avez menée à Grenoble pendant plusieurs années, le Lab Fish Project, puisqu'on parle de poissons. On va revenir sur cet animal. En quoi ça consistait, cette expérience? Alors, c'est une expérience qui faisait une translation d'une recherche classique qui a été menée dans les années 60 par un psychologue qui s'appelle Stanley Milgram, donc qui a réalisé à Yale une étude sur la soumission à l'autorité, qui consistait à étudier le comportement de personnes à qui on demandait d'administrer des chocs électriques à une personne durant un faux test d'apprentissage. Chaque fois que la personne se trompait, les participants naïfs devaient lui donner un choc électrique qui, soi-disant, aidait l'apprentissage. En réalité, la personne qui recevait les chocs était une personne qui jouait un rôle. Personne n'avait, bien sûr, ne recevait de choc. Et Milgram a montré que les 2/3 des participants, comme vous et moi, des personnes ordinaires, eh bien, allaient jusqu'à des intensités élevées de 450 volts. Donc, c'était assez spectaculaire, assez surprenant. Et j'ai essayé, finalement, de reprendre ces travaux-là, qui étaient assez incomplets, puisque Milgram n'explique pas bien pourquoi les gens se soumettent à l'autorité. Il a évoqué des théories, par exemple, il évoque l'idée que les gens deviennent des quasi-robots, ils renoncent à leurs responsabilités, ils se sentent effectivement investis d'une mission peut-être je dirais, d'appliquer des consignes, mais sans réfléchir. Et je voulais montrer qu'en réalité, non, les gens, lorsqu'ils obéissent à des ordres, en réalité, ils réfléchissent, ils adhèrent à des conceptions qu'on leur présente, et c'est au nom de la légitimité de ces conceptions qu'ils obéissent. Alors, j'ai voulu effectivement faire une translation avec une victime animale, donc qui est un poisson. Et les personnes recrutées par voie de presse dans l'agglomération grenobloise venaient pour observer un comportement animal et découvraient sur place qu'en fait, elles devaient administrer un produit qui était destiné à stimuler je dirais, la mémorisation.
destiné par la suite à être testé sur des humains. Ce produit était donc un stimulant cognitif qui devait amener les poissons à réaliser un comportement cible, en l'occurrence associer une lumière et des stimulations dans l'aquarium des bulles à un déplacement dans le périmètre qui leur était destiné. Donc il y avait un périmètre orange qui était destiné à ce que les poissons s'y déplacent. Et l'idée était qu'on devait tester ce produit et déterminer s'il était plus ou moins toxique pour le poisson. Il fallait appuyer 12 fois sur un bouton dans une interface qui avait été préparée pour cela. Et les participants savaient qu'au bout de 12 injection de ce produit, le poisson allait mourir. Au bout de 6, il y avait une chance sur 2 qu'il décède. Et ce que l'on voulait voir, c'était jusqu'où ils iraient. Il y avait également un faux feedback cardiaque avec des sons un peu stridents et puis donc un oscillogramme devant eux qui montrait que le poisson était en détresse. Donc ce qui est intéressant, c'est finalement de constater que les participants face à un poisson qui pourtant le plus souvent fait partie également de leur menu, il y a en France 98% d'omnivores. Donc la plupart des gens qui étaient présents durant l'expérience consomment du poisson, mais étaient effectivement très touchés par cette situation. 20% ont refusé de commencer l'expérience, 53% sont allés jusqu'au bout, mais avec difficulté. Certains, effectivement, étaient affectés, certains ont pleuré, certains étaient touchés par ce qui se passait, et puis tous les autres se sont distribués entre les deux pôles. Voilà. Donc on a pu constater, je dirais, in situ, le dilemme moral comportemental auquel les personnes étaient confrontées, et comment ensuite, durant un débriefing, les participants justifiaient ce qu'ils avaient fait. On a vu quelques images de cette expérimentation. Plus de 700 personnes sont passées par ce test pendant plusieurs années. C'est ça, 750 durant 3 ans, l'un après l'autre. Les participants ont, avant de participer, rempli un questionnaire pour justement garantir une certaine diversité sociologique. Et puis également, on leur a posé des questions sur leur connaissance de la psychologie expérimentale pour ne pas inclure dans l'échantillon des personnes qui connaissaient les travaux de Stanley Milgram, par exemple. Oui. Et puis, à la fin de l'expérience, durant un échange libre avec l'expérimentateur, qui était filmé, on leur demandait justement de nous raconter ce qui s'est passé pour essayer de voir si certains avaient compris les buts de l'étude. Ceux-là ont été exclus, à peu près 15%, ont détecté qu'il y avait, je dirais, une astuce et donc ils ont été retirés de l'échantillon. Et donc dans cette étude, on a pu montrer qu'il y avait des profils particuliers qui allaient plus ou moins loin. Par exemple, les femmes étaient plus enclines que les hommes à refuser de commencer ou d'aller très loin. Les personnes qui avaient un niveau d'empathie mesuré par un outil psychométrique un petit peu avant l'expérience allaient beaucoup moins loin, les personnes qui avaient de l'empathie développée pour cela. Et puis j'ai constaté également que les personnes qui adhéraient à l'idée qu'il y a des gens qui sont destinés à être dominants et d'autres à être dominés, refusaient également de sauver le poisson. Donc les personnes qui adhèrent à cette idée qu'il y a une hiérarchie importante entre les humains étaient aussi enclins, semble-t-il, à la plaquer sur la différenciation humain-animal, comme si finalement le fait d'avoir en tête qu'il y a une hiérarchie entre les groupes sociaux favorisait le fait de hiérarchiser l'humain et l'animal. Donc ça, c'était effectivement des résultats qui ont été assez prenants, à mon avis, en tout cas très intéressants. On a également pu montrer que des personnes qui avaient dû développer un argumentaire pro-scientifique avant l'expérience, allaient plus loin que les personnes auxquelles on avait demandé de penser aux problèmes posés par la science. Donc le simple fait d'être amené à réfléchir aux bénéfices ou aux problèmes posés par la science peut également amener les gens à être plus enclins à obéir à l'autorité qui demandait aux participants de continuer l'expérience et donc d'aller jusqu'au bout, d'appuyer sur le 12e bouton. Là, on voit quelques images de votre poisson, plus vrai que nature, mais ce n'était qu'un robot. Voilà, alors c'est un artiste grenoblois, Alain Quercia, plasticien, qui a donc fait la surface en silicone du poisson, qui lui était ensuite un robot biomimétique que nous avons importé de Corée, qui captait effectivement, qui se déplaçait de façon autonome dans l'aquarium de 3000 litres, et effectivement il était plus vrai que nature. Il finissait par mourir au bout de l'expérience, une mort qui était crédible puisque, vous l'avez dit, les cobayes, entre guillemets, étaient derrière débriefés par vos soins. Et j'ai un petit florilège de réactions qui prouvent qu'eux, ils n'ont pas vu du tout que c'était un faux poisson. Il allait de moins en moins vite, que ses yeux devenaient de plus en plus écarquillés et qu'il allait de moins en moins bien. Puis on entendait le rythme cardiaque. Moi, j'étais en état de stress. C'était un peu stressant. J'ai senti que le poisson santé était dans la douleur, dans la souffrance. Je sais pas, il y a une espèce de lien qui se crée en fait, où quelque part presque on se met à sa place et on n'a pas envie d'y être quoi. Donc, Enfin, je trouve que c'est violent, cette seringue. Puis genre tout le mécanisme et tout, genre c'est trop... on se croise dans une salle de torture quoi. C'est dur de se dire qu'on va le faire crever quoi.
Et l'observer dépérir et voir mourir, c'est contre mes convictions. Bon. Vous leur avez dit, Laurent, que finalement... À faire l'expérience, les participants ont été informés qu'aucun poisson n'était mort durant l'expérience. Certains étaient d'ailleurs extrêmement soulagés. Beaucoup ont fait allusion au fait qu'ils dormiraient mieux ensuite. Donc clairement, effectivement, c'est intéressant. Dès qu'on s'intéresse à ce qui s'est passé, dès qu'on regarde finalement la situation elle-même, on voit bien que les poissons, eux aussi, peuvent nous émouvoir. Bon, il est là. Le poisson, pour ceux qui s'inquiéteraient, la peau dure, la peau, voilà, le robot est pas là, mais c'est lui qui a, bon, il a quand même vécu après 750 expériences, même si c'est un robot. En fait, il y en avait plusieurs parce qu'il fallait garantir évidemment la continuité de l'expérience. Donc, il y avait plusieurs poissons. Parfois, certains tombaient en panne. Donc voilà, il y avait toute une logistique derrière pour que ça tourne, et ça a bien tourné. Bon, paix à son âme, il a rendu service à la science, parce que vous en avez tiré des enseignements intéressants que vous développez dans ce livre. J'ai une prochaine étude en tête, Laurent ? Alors, on est encore en train d'analyser un certain nombre de données, puisque nous avons prélevé également des informations sur le stress, le rythme cardiaque de participants avant l'expérience, après l'expérience. Donc tout ça, on est en train de travailler dessus. Il y a encore de la matière. Voilà, il y a encore de quoi faire sur ces contenus-là. Bon, en 2019, je change un peu de sujet, mais vu que vous êtes sur le plateau, vous aviez lancé l'opération Lundi Vert dans les Crous, les restaurants universitaires, ici à Grenoble, et puis une opération qui s'était étendue un petit peu partout en France, qui prônait des menus végétariens, au moins une fois par semaine sur les campus universitaires. Elle en est où, cette initiative ? C'est toujours d'actualité ? On a publié plusieurs études justement sur les participants et leur intérêt pour cette opération. Et donc, ce qui en ressort, c'est qu'on a finalement incité des personnes à changer d'alimentation un jour par semaine pour qu'elles découvrent que c'est possible de cuisiner des légumineuses, de cuisiner effectivement d'autres plats végétaux qui sont beaucoup plus compatibles finalement avec les objectifs environnementaux que nous nous fixons aujourd'hui. Donc, c'est effectivement intéressant. Nous avons pour projet de lancer une nouvelle opération Lundi Vert soit effectivement en novembre, soit en janvier 2023, dans les hôpitaux. Bon, vous le disiez, la consommation de viande n'a jamais autant augmenté ces dernières années, alors qu'on a l'impression qu'il y a quand même une tendance d'une partie de la population à la réduire. C'est ça. Tout dépend d'où l'on parle. C'est-à-dire, si l'on parle des pays occidentaux, de la France, il y a une diminution légère de la consommation de viande. Par contre, les pays en voie de développement consomment de plus en plus. Donc au final, effectivement, il y a quand même effectivement une élévation globale de la consommation de produits carnés, ce qui évidemment est assez inquiétant par rapport aux objectifs effectivement environnementaux que vous savez. Bon, un Européen type, je terminerai là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes dans votre livre. Un Européen type va manger 1094 animaux dans sa vie. Vous détaillez d'ailleurs des 4 bœufs, une vingtaine de cochons. Moi, j'ai plus les chiffres en tête, mais c'est de cet ordre-là. Vu comme ça paraît... Oui, mais évidemment, c'est intéressant. Je crois que ce qui est intéressant, c'est de regarder en face, en réalité, ce que nous faisons, et puis de le mettre en perspective avec ce que nous voulons faire peut-être à l'avenir. Et je crois que c'est intéressant de comptabiliser. J'ai fait, dans mon histoire passée, des recherches sur, par exemple, la régulation de l'usage de psychotropes ou de consommation d'alcool. J'avais parlé de ça. Voilà. La première étape, finalement, avec des personnes qui souhaitent diminuer leur consommation d'alcool, c'est de les amener à regarder ce qu'elles consomment chaque jour, à le noter, parce qu'en fait, on minimise très souvent ce que l'on fait, on ne s'en rend pas compte. Donc je crois que c'est intéressant. Peut-être chaque fois que vous consommez des produits carnés, c'est-à-dire que vous contribuez à produire des gaz à effet de serre, notez-le, voilà, et puis vous verrez si vous en consommez 3 fois, 10 fois, 20 fois par semaine. Et on peut constater effectivement que le simple fait de savoir ce que l'on fait peut motiver parfois à diminuer ces comportements qui créent des externalités et peut-être à substituer avec d'autres produits. Bon, ça s'appelle Face aux animaux. Je recommande, parce que même si on n'est pas spécialiste de la question, ça nous touche, comme vous l'avez dit. Ils font partie de notre vie quotidienne depuis des millénaires. Laurent Beck-Shankland aux éditions Odile Jacob. On va quitter, Laurent, le monde animal pour celui de la glisse sur bitume. Vous allez voir, ça reste aussi une activité assez insolite et spectaculaire. Et avec Baudouin Montfort et Pierre Gambi, qui ont peut-être mangé une bonne centaine d'animaux depuis leur jeunesse, là, pour être en forme comme ça. Sûrement trop. On fera le décompte après cette émission. Vous êtes tous les deux membres de l'association Familia 38, qui est une association qui permet la pratique du longboard sur la région grenobloise. Alors le longboard, c'est le nom de cette planche que vous m'avez amenée ici
sur le plateau, qui est un skateboard un peu plus long que ce qu'on peut connaître traditionnellement, Pierre. C'est ça, donc c'est pas forcément des planches beaucoup plus longues qu'un skateboard classique, mais c'est des planches donc avec une forme vraiment particulière et qui vont avoir des longueurs différentes suivant les disciplines. Donc là, nous, on parle vraiment de planches de descente, donc ce qu'on appelle le downhill. Et c'est des planches très rigides avec des gros concaves et qui permettent d'aller en toute sécurité à des grandes vitesses sur les routes de montagne. Et oui, on va voir ce que ça donne effectivement quand on monte sur une planche comme celle-là et qu'on se lance sur une route en pente. Forcément, on prend de la vitesse. Baudouin. Voilà, ce qu'on peut voir aux images, c'était à Pipé, un événement qui avait été organisé par une autre association grenobloise il y a quelques années. Et donc, sur les planches de longboard, on peut atteindre des vitesses assez importantes. En moyenne, on est aux alentours de 60-70 km/h. Après, en fonction du pourcentage de la pente et de la route, on peut atteindre des vitesses bien plus supérieures, jusqu'à 110-120 km/h. Le record du monde est aux alentours de 140-150. Donc, on peut aller très très loin. Mais en général, quand on fait une pratique en compétition ou en freeride, on dépasse rarement les 80-90. Sur la descente. Bon, c'est déjà pas mal, 80-90 km/h. Pierre, puisqu'on le voit en plus sur ces images, il n'y a aucun carénage, vous êtes vraiment debout sur la planche, il n'y a même rien pour fixer les pieds. Donc on n'est pas attaché à la planche, par contre c'est vraiment un sport qui n'est pas forcément très dangereux. C'est plus impressionnant que c'est réellement dangereux, dans le sens où déjà on a des protections adéquates, donc on a un casque intégral, on a une protection dorsale, souvent on a un cuir qui ressemble à un cuir de moto qui est taillé spécifiquement pour le skate pour avoir plus de liberté de mouvement. On a des genouillères, enfin on a vraiment un équipement complet. Et puis c'est un apprentissage qui se fait par étapes, donc on ne va pas directement sur une route de montagne tête baissée à descendre à 100 km/h. On apprend sur des petites routes habituellement avec des amis qui expliquent un petit peu les bases du freinage. Vraiment, voilà, avant de se lancer sur des routes ouvertes en montagne, on a vraiment déjà passé tous les grades. Donc on sait maîtriser sa vitesse, on sait s'arrêter, gérer la situation si on croise une voiture, gérer les autres pratiquants de la route. Et voilà, si on respecte vraiment toutes les étapes, c'est vraiment pas un sport dangereux. Et c'est vraiment adapté à vraiment tous les publics. Il faut avoir le cœur bien accroché quand même quand on va à cette vitesse-là sur une petite planche à roulettes. L'adrénaline, c'est assez impressionnant et c'est vrai que ça peut faire peur quand on commence à faire de la descente et à passer les étapes de freiner, on va dire, sur un parking un peu en pente et à se dire, ok, je maîtrise un freinage à 20 km/h et de se dire, bon, là, je vais faire une descente et je vais prendre 50-60. C'est vrai que ça fait tout de suite quelque chose d'assez impressionnant. Oui, parce qu'on le voit sur la planche que vous m'avez amenée, j'ai beau la retourner dans tous les sens, il n'y a pas de système de frein à disque ou quoi que ce soit comme on a sur des vélos. Alors, en fait, pour freiner, on va faire ce qu'on appelle un slide, qui est un dérapage, et on va mettre la planche en travers, et ça va permettre de freiner vraiment très rapidement. Là, un skate, je pense qu'il s'arrête plus rapidement qu'un vélo ou même peut-être qu'une voiture. Donc on va vraiment pouvoir maîtriser le freinage, et après en maîtrisant sa glisse, on va pouvoir vraiment doser son freinage. Ou alors des fois on peut faire ce qu'on appelle un drop foot, c'est on pose un pied au sol, on fait frotter légèrement le pied au sol, et on va vraiment pouvoir maîtriser sa vitesse et freiner sur un tout petit espace. Voilà, en dosant vraiment le freinage. C'est une technique que vous utilisez aussi pour les virages, parce qu'une route de montagne, c'est pas rectiligne, ça tourne, des fois ça tourne même à 180 degrés. Oui, c'est ce qui se passe en général en descente quand on roule en route ouverte ou en freeride. À chaque fois qu'on arrive avant une épingle ou un gros virage, pour réduire la vitesse et pas se faire sortir avec la force, on vient poser, donc, comme disait Pierre, un slide pour réduire la vitesse et essayer de prendre au plus à l'intérieur du virage la trajectoire. Donc essayer d'aller chercher la corde pour pas trop s'éloigner, surtout quand on est en route ouverte. Donc toujours rester sur notre voie de droite ou de l'autre côté. Et donc après aussi le drop foot, ça permet aussi de freiner des fois dans des situations un peu d'urgence où on n'a pas forcément l'espace de faire un slide qui nous demande, on va dire, plus de mobilité et de place. Et c'est ce qu'on voit un petit peu là sur les images. Donc c'est un groupe de copains qui descend une route de montagne. Donc là, ils ont casque intégral. Ils ont souvent les protections sous les vêtements aussi. Donc on peut se dire là, ils n'ont pas grand-chose, mais ils ont quand même la dorsale, les genouillères qui sont cachées, des coudières aussi. Et là, ce qu'on vient de voir, donc ils viennent de mettre un petit coup de frein juste avant l'épingle pour avoir la vitesse qu'il faut pour rentrer dans le virage et ensuite reprendre la descente et pas se faire surprendre à arriver trop vite dans une épingle. Et sur ce type de route-là ouverte, en général, au niveau de la sécurité, ça va être des routes qui seront très peu fréquentées.
où on va vraiment respecter sa voie. Et là, dans les images, on a pu les voir des fois passer sur l'autre voie. Souvent, les riders dans ces conditions-là ont une petite oreillette avec les talkie-walkie, donc il y a une personne qui est plus bas qui va pouvoir alerter si jamais il y a une voiture. Donc en fait, là, il n'y a vraiment aucun danger au niveau des autres utilisateurs de la route. Un conducteur de voiture, il ne s'attend pas à avoir déboulé une planche à roulettes à près de 100 km/h dans une route de montagne. C'est ça. Souvent, ce qui est dangereux, en fait, c'est que les automobilistes, quand ils ne connaissent pas, ils paniquent un petit peu, et c'est là où en fait ils vont modifier leur comportement de conduite. Alors qu'en fait, il faudrait juste qu'ils continuent de rouler normalement, parce que nous, on va contrôler la situation aussi. Et nous, on va faire c'est comme si on croisait un vélo. Hein, donc si vous croisez des longboarders sur les routes de la région, n'ayez pas peur. Voilà, n'ayez pas peur, vous ne changez rien, vous gardez votre ligne, ils vont passer à côté. Vous évoquiez les protections, là, vous m'avez amené une de vos combinaisons. Pierre, ça ressemble à une combinaison de motard, finalement. Donc en fait, là, on est sur vraiment un cuir spécialement fait pour le skateboard. Donc c'est un cuir un peu comme pour avoir un motard. La petite différence, c'est qu'on a beaucoup plus de liberté de mouvement, en fait. Donc au niveau de la découpe, il y a des parties Kevlar qui permettent d'avoir les bras qui bougent, plus de souplesse dans le dos aussi. Et des genouillères, j'imagine, important. Donc il y a des genouillères intégrées, il y a une protection dorsale aussi intégrée donc, au niveau du dos, les coudières. Et là, du coup, en fait, quand on va en cas de chute, on va vraiment glisser. Et du coup, niveau sécurité, on est quand même très bien. Et sur les routes, sur les compétitions, donc ça va être comme ce week-end. Donc c'est des routes qui seront sécurisées. Donc déjà, il n'y a pas les véhicules qui pourraient être un danger. Mais en plus de ça, on aura des bottes de paille ou des matelas dans les virages qui vont permettre aussi de se protéger des chutes et des éventuels obstacles. Alors il pèse son poids, c'est pour ça que je craquais un petit peu là. Voilà, on sent qu'effectivement c'est renforcé. Bon, le casque, on va dire que ça c'est un équipement assez classique. Et puis vous m'avez amené les gants de descente. Alors sur la partie recto, ils paraissent normales. Et de l'autre côté, il y a ce gros disque là en plastique dur qui sert aussi dans les virages notamment. Ouais, c'est donc ce qu'on appelle ce disque en plastique, on appelle ça un puck. On met sur la paume de la main. Ça fait le bruit d'un palais de hockey. Ça nous permet aussi de nous signaler de temps en temps quand on fait ça pour doubler des personnes. Donc ça a double fonction et en fait on le met sur les mains déjà pour se protéger si on fait une chute, pour éviter de s'égratigner ce genre de choses. Et après la plaque de plastique nous permet, quand on vient faire des freinages, donc des slides, de mettre une main au sol et d'avoir un troisième appui pour mieux s'équilibrer. Et ça nous permet donc de gérer un petit peu comment on va se positionner sur la planche, le freinage et aussi la vitesse. Donc, dans les virages aussi, c'est vraiment la main va servir d'appui pour vraiment pouvoir prendre une et reprendre ses appuis, et ça permet donc c'est la béquille du descendeur en gros. C'est la grande base, ouais. Le casque élégant, c'est vraiment le grand minimum vital, on va dire, pour faire de la descente. C'est artisanal ça, ou ça se vend dans le commerce? Alors ça se vend dans le commerce. Ceux-là, c'est des gants qui sont vendus dans le commerce par une marque qui fait aussi les cuirs. Il y a du velcro pour pouvoir changer les plaques de plastique quand elles s'usent. Après, c'est quelque chose qui se fait vraiment facilement à la maison. Souvent, les riders, ils prennent des plaques de cuisine en plastique, ils découpent des plots de plastique dedans et puis après ils collent du velcro, ils les collent directement sur des gants de chantier. Et donc ça se fabrique assez bien. Ouais. Alors c'est une discipline qui se pratique aussi, on vous a vu debout sur votre planche, mais ça peut se pratiquer allongé en mode luge finalement, Pierre. C'est ce qu'on appelle la street luge, donc ça va être le même principe de descente mais en position couchée. Voilà, avec une planche peut-être un peu plus large, on les voit là sur ces images, pour pouvoir s'allonger dessus, ou c'est le même type de planche? C'est un petit peu plus large et un petit peu plus long. Et après, c'est un châssis qui est soit en bois, soit en aluminium. Et là, on va pouvoir vraiment atteindre des grosses vitesses. Là, on va pouvoir frôler sur les compétitions. Les riders sont souvent au-dessus des 100-120 km/h. Et ça peut atteindre des vitesses même jusqu'à 160 km/h, voire peut-être même un peu plus sur les records. Donc là, sur l'image, là, on a Fraggle là, qui est un rider de la région là, qui est parmi les meilleurs. Et donc, il peut prendre vraiment des grosses vitesses en luge comme ça. Et puis j'imagine que les sensations au ras du sol doivent être encore plus fortes là. C'est impressionnant. Ouais. Et on peut voir aussi un peu la différence là sur leurs chaussures. Donc nous, pour freiner en skate, on vient se mettre en travers et faire un slide. Là, ils mettent des semelles renforcées au niveau des chaussures. Et donc pour freiner, comme ils n'ont pas les mains et qu'ils ne peuvent pas se mettre en travers, là, ils se redressent un petit peu sur la planche et ils mettent les deux pieds au sol, comme si on venait freiner avec sa voiture pour ralentir. Et donc ça leur permet, comme nous en épingle, de ralentir et après de prendre les virages à la corde, puis ensuite de se relancer dans la descente normalement comme les skates.
C'est deux spécialités différentes où les lugeurs font du longboard et inversement Parfois, il y a quelques riders qui font les deux disciplines, mais après sinon c'est assez différent, mais ça reste quand même le même milieu. Et on se mélange quand même beaucoup, hein, donc c'est souvent que les skateurs et les street lugeurs c'est un peu le même milieu. Font des sessions ensemble. Oui, carrément, c'est le même esprit. Il y a une partie du matériel qui est similaire, comme les roues ou même les trucks. On l'a compris, le terrain de jeu idéal pour cette discipline, c'est des routes en pente. Alors ça tombe bien, il y en a beaucoup dans la région. On a vu quelques images notamment du côté des Sept-Lots. Ce week-end, vous allez organiser une manche du championnat de France de longboard sur un autre massif grenoblois. Ouais. Là, c'est la première année qu'avec l'association, on se déplace en Chartreuse. Avant, les événements qu'on avait faits, c'était souvent en Beldon, donc à Champs-Rousse ou à Pipé, principalement. Et là, il y a la route du Col du Coq. Il y a une section de la route qui a été refaite en goudron, vraiment comme celui qu'on peut avoir sur les nouvelles routes. Donc super lisse, qui a une bonne accroche, une bonne adhérence. Et donc là, on va être sur une section centrale et ça sera donc la première étape du championnat de France de descente où on retrouve donc la longboard qu'on a ici, la street luge. On aura aussi des rollers. Parce qu'il y a les rollers qui font aussi de la descente, c'est assez impressionnant à voir, c'est assez intéressant. Et une autre discipline, donc allongée, on en aura deux, il y a la street luge et le buttboard. Et le buttboard, c'est pareil que la street luge, sauf que c'est des planches un peu plus petites, qui sont généralement en bois, avec 4 roues au lieu de 6, comparé à la street luge. Et là, qui vont un petit peu moins vite, mais qui peuvent aussi freiner, comme en skate. C'est un niveau assez technique et assez élevé, mais ils peuvent mettre des slides en buttboard. Mais il faut avoir quand même une grosse vitesse pour pouvoir le faire. Le buttboard, en fait, par rapport à la street luge, c'est dans les deux cas, on est sur des positions allongées. La street luge, c'est un peu comme la Formule 1, donc il y a moins de réglementation. On peut avoir des roues plus grosses, on a le droit à une planche beaucoup plus longue, alors qu'en buttboard, les roues ne doivent pas dépasser une certaine taille. Tout le monde doit avoir en fait une planche qui est à peu près similaire pour descendre. Une compétition de longboard, ça se passe comment? On voit quelques images là d'une précédente. Tous les riders partent en même temps. Le premier arrivé en bas a gagné ou c'est quoi la règle? Il y a plusieurs étapes sur la compétition. Donc là, ce qu'on voit, c'était un freeride, donc le Bombard Freeride en 2014, qui était un gros événement. Et donc tout ce qu'on réalise là pendant l'événement, donc là c'est en freeride. Donc tous les riders partent un peu en même temps, donc on les fait pas partir à 150 au même moment, mais on fait des petits paquets. On roule en général entre copains, entre amis. Et donc là on peut partir à 4, 5, 6, un peu plus. Et après pendant la compétition, donc là c'est vraiment plus réglementé, où donc on a plusieurs phases. La première phase c'est les qualifications au chronomètre. Donc là les riders auront des petits bracelets aux pieds, des transpondeurs comme on peut avoir dans les courses de voiture. Et donc ils partiront du haut de la pente et il y a 15 secondes entre chaque rider. Donc en gros, toutes les 15 secondes, il y a un rider qui descend. Et donc à la fin, il arrive et on récupère son temps et puis on fait un classement. Et après, il y a les phases éliminatoires où là, les riders partent à 4 sur la ligne de départ. Et donc ensuite, c'est les deux premiers riders qui sont qualifiés aux phases suivantes jusqu'à la finale. Très bien, donc il va y avoir du spectacle, si j'ai bien compris. Beaucoup de spectacles, ouais. C'est le 21... Ça commence donc le vendredi. Le vendredi, c'est journée freeride entraînement. Donc là, ça va être l'occasion pour les riders qui viennent un peu de partout en France de découvrir la route. Surtout que c'est une route qui n'a jamais été roulée en événement fermé. Donc là, ça va être l'occasion de faire un peu découvrir le spot. Et ensuite, samedi et dimanche, c'est la compétition. Samedi, c'est surtout les qualifications. Et dimanche, ça va être les phases finales pour toutes les disciplines et toutes les personnes. Alors, le public peut accéder, parce que j'imagine que la route va être fermée, il faut venir à pied. Le mieux, comme la route va être fermée, c'est de se garer un petit peu aux abords, donc soit à Saint-Pancras et accéder à pied à la route. Il y a quelques sentiers de randonnée qui sont accessibles et qui donnent lieu au spot en 10 minutes. Après, sinon, il y a les parkings qui sont au-dessus du col, qu'on peut rejoindre depuis Saint-Pierre-de-Chartreuse, où là, les gens peuvent se garer et après descendre, nous rejoindre au niveau de la route. Et après, ils peuvent se mettre au niveau des épingles, derrière les bottes de paille, derrière les barrières, tout ce qu'il faut. Eh ben voilà, bon rendez-vous pour les amateurs de glisse urbaine, mais en montagne pour le coup. Vous vouliez rajouter quelque chose, Pierre? Il y aura du très beau niveau là. Championnat de France, j'espère. Non, mais la France est une des meilleures nations actuellement en longboard, donc on aura la chance d'avoir les meilleurs riders français qui essayeront de décrocher un titre pour avoir une qualification pour les World Roller Games qui seront en Argentine en septembre. Et voilà, donc il y aura le champion d'Europe aussi en titre qui sera là. Il y aura vraiment du très gros niveau.
Et ben voilà, allez voir cette discipline spectaculaire sur les routes du col du Coq, au-dessus de la vallée du Grésivaudan, là, sur le plateau des Petites Roches, en Chartreuse, tout au long du week-end. On rentre dans les arrêts de jeu de cette émission. Petit tour de table avec nos invités pour finir avec quelques bons plans de sortie sur la région. Pierre, on reste dans la glisse avec votre bon plan du jour. C'est ça, là on reste dans la glisse, on va changer un petit peu d'éléments. Donc là, moi ce que je proposais, ce que je vous propose de découvrir, c'est la vague à Échirolles. Donc c'est une vague ce qu'on appelle indoor, donc c'est une vague statique avec un jet d'eau qui remonte le long d'une mousse. Et ça permet de profiter un petit peu de la glisse sur l'eau quand on n'a pas la chance d'habiter au bord de l'océan. Voilà, c'est une petite activité très sympa à faire. Ça fait pas mal quand on tombe, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est une mousse au sol, donc on glisse quand on chute. Et voilà, on a vraiment de la chance d'avoir ça à Grenoble. Donc en famille, entre copains, c'est ça un bon truc. C'est dans le prolongement du cours de la Libération à Échirolles. On fait un petit clin d'œil aux filles qui ont monté cette vague, qui était venue d'ailleurs sur cette émission il y a quelques semaines, nous en parler. Baudouin, vous, c'est une sortie dans le Vercors. C'est une sortie dans le Vercors, toujours en sport extérieur. C'est la Via Ferrata du col du Rousset, que j'ai découverte il n'y a pas très longtemps avec des copains. Et c'est une Via Ferrata qui est assez spectaculaire, assez verticale. C'est exactement ça, les images. Donc le début commence par une ascension d'une bonne cinquantaine de mètres, vraiment raide et toute droite. Et après, il y a un longement de la falaise en dessous du replomb. C'est une Via Ferrata qui est assez impressionnante, qui donne une vue complète sur le col du Rousset et qui donne aussi une vue sur la région d'Idiwa, qui est assez magnifique et qui peut être accessible assez facilement en rando et aux alentours. Et donc je la recommande si les gens aiment faire de la Via Ferrata. C'est une belle expérience qui est assez sympa, et par rapport à celle qu'on a à Grenoble, ça change un petit peu au niveau de l'accessibilité et de l'expérience. La Via Ferrata de Chironne, qui est difficile, il faut quand même être un peu expérimenté pour aller c'est pas pour tous les niveaux, défier cette partie du Vercors. Laurent, on termine avec vous avec un petit rendez-vous littéraire. Oui, alors nous avons à la Maison des Sciences de l'Homme des conférences à peu près mensuelles, qui s'appelle le cycle Avenue Centrale. Nous recevons des universitaires, des chercheurs qui nous parlent de leurs travaux en une demi-heure à peu près. C'est suivi d'un échange avec le public et ensuite une collation ensemble pour poursuivre les échanges. Et nous avons en juin un invité passionnant qui s'appelle Robert Méchamblé, qui est l'auteur de nombreux ouvrages, dont vous en avez quelques-uns ici, voilà, L'orgasme et l'Occident, Histoire de la violence, et puis l'histoire du diable, donc finalement un spécialiste de l'histoire des mentalités. Et il nous parlera cette fois-ci de l'histoire des odeurs. Voilà, donc la date, je crois que vous l'avez. Je vais l'avoir sous les yeux, c'est le 7 juin, à 2015. Le 7 juin, donc sur le campus, à la Maison des Sciences de l'Homme-Alpes, juste en face de la bibliothèque Droit-Lettres, pour ceux qui connaissent un petit peu le campus, donc 12h15. Voilà, et puis c'est retransmis aussi, toutes ces conférences sont retransmises sur la chaîne YouTube de votre organisme. Et puis on peut, j'imagine, revoir toutes celles qui ont été... Tout à fait, donc il y en a de très nombreuses, il y a 7 ou 8 saisons, donc des centaines d'heures de culture à disposition. Grâce à la Maison des Sciences Humaines de Grenoble-Alpes. Merci à tous les trois. Bonne continuation dans ce que vous faites. Nous on se retrouve très vite pour d'autres aventures. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe SAMC, vous a présenté Si on parlait. Vous avez profité de Si on parlait avec Gilles Trigna Résidence.